Allez, on y va. Bien. Mesdames, Messieurs, chère Villefranchoise, chère Villefranchois, mes chers collègues, merci pour votre présence en salle des mariages, climatisée, pour ce conseil municipal exceptionnel du 24 juillet 2025. Il est 18h. Nous allons donc commencer par l'appel. Maître Bézina donne pouvoir à Maître Chichmanian. Madame Catherine Baraja donne pouvoir à Monsieur Xavier Lagache. Monsieur Jean-Louis Baucher. Excellent. Madame Joëlle Bravetti. Monsieur Jean-Louis Zambernardi. Maître Juliana Chichmanian. Monsieur Robert Bojanovic donne pouvoir à Monsieur Jean-Louis Baucher, Madame Monica Logier, Monsieur Charlie Rigucci, Monsieur Richard Comte, Madame Gisèle Amédéo Pasqui, Madame Claudie Coquelov, Madame Nicole Piedfort, Monsieur José Cosentino, Madame Patricia Bonifaci, Madame Patricia Degus donne pouvoir à Monsieur Richard Comte, Monsieur Robert Capelier donne pouvoir à Madame Nicole Piedfort, Madame Sonia Porte, Monsieur Marco Fugaro, Monsieur Régis Belli, Monsieur Johan Guigaud me donne pouvoir, Maître Eva Scolari, Madame Caroline Beuil, Monsieur Xavier Lagache, Madame Gisèle Marchessou, Monsieur Frédéric Ledeux, Maître Alain Curti et Monsieur Franck Maza donnent pouvoir à Monsieur Régis Belli. Mesdames, Messieurs, le quorum est atteint. Nous désignons donc comme secrétaire de séance Maître Eva Scolari. Je vous demande d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 7 juillet, s'il n'y a pas de remarques particulières. Et nous passons au seul point à l'ordre du jour de cette séance, un petit peu exceptionnel. Il s'agit de donner l'avis du conseil municipal sur le projet scientifique et culturel de la citadelle Centre d'art et de musée. Dans un premier temps, Madame Monica Logier, adjointe entre autres à la culture, va nous lire la délibération concernant ce projet scientifique et culturel. Et il nous est apparu que ce moment était suffisamment important pour que notre directrice des musées, Madame Camille Frasca, nous présente ce projet afin que l'ensemble du conseil municipal et de la population villefranchoise en ait une parfaite connaissance. Madame Logier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, la rédaction du projet scientifique et culturel, le PSC, la citadelle Centre d'art et musée, s'inscrit dans le cadre du grand chantier des collections et de la refonte du service du musée opéré depuis janvier 2022. Le PSC est un document obligatoire pour conserver l'appellation Musée de France des collections, ouvrant à des subventions, obtenir une aide de l'État à l'investissement, et il permet de définir les grandes orientations et les stratégies du musée pour les 5 à 10 années à venir. Il prend en compte et met en cohérence toutes les missions du musée. Collection, pour la conservation, la restauration, l'acquisition, la gestion et l'étude et les recherches. Accueil des publics, pour la connaissance des publics, politique des publics, accueil, activités culturelles et pédagogiques. Programmation, les expositions, les projets hors les murs notamment, et développement avec les partenariats, les réseaux, les mécénats, entre autres. Le PSC s'appuie sur une analyse de la vocation et de l'environnement du musée, ainsi que sur l'identification des attentes et demandes des destinataires du musée, les tutelles, publics, partenaires, pour y répondre au mieux. Il doit dégager une dynamique d'ensemble, fixer des priorités et déboucher sur des propositions concrètes d'action. Le projet scientifique et culturel proposé par le service du musée s'inscrit dans un contexte particulier, celui d'une étude approfondie menée depuis près de 3 ans et demi par l'actuelle directrice du service du musée. Ces recherches sur les collections, sur l'histoire de celles-ci et plus globalement sur l'histoire de la citadelle
ont nourri le présent PSC et ont servi de socle théorique. Nombre des propositions de ce rapport vont dans le sens de ce que la ville de Villefranche-sur-Mer souhaite développer pour que le musée devienne un établissement ambitieux de la Côte d'Azur et au-delà. Un musée pour toutes et tous qui réaffirme des valeurs de diffusion des connaissances et de partage. Ce PSC n'est pas simplement un projet et des moyens, c'est aussi un état d'esprit. Il est le fruit d'une réflexion collective qui, pour se construire, s'est appuyée sur une large consultation des équipes, des partenaires et bien sûr de la tutelle, et s'est nourrie de la lecture de plusieurs documents. PSC d'autres musées, rapport de la DRAC et du service des musées de France. L'objectif étant, in fine, que ce PSC corresponde au projet muséal de la Citadelle, à ses collections et à ses ambitions, qu'il soit réaliste et ressemblant, pertinent et prospectif. Les orientations du PSC suivent un fil conducteur articulé autour de plusieurs axes forts. La Citadelle et ses collections, conserver, préserver, valoriser et enrichir. Le futur parcours des collections et la programmation dans un site à la valeur patrimoniale remarquable. L'hospitalité au cœur de la politique des publics. La médiation avant la visite et après la visite. Les fonctions support du service du musée à professionnaliser. La structure du PSC est simple. Un musée, ce sont d'abord des collections, ensuite des actions au sens large pour les valoriser et des équipes et des moyens qui rendent cela possible. Enfin, le PSC prévoit un changement dans la dénomination du musée qui sera passé au singulier. Il est souhaité renommer l'ensemble par Musée de la Citadelle pour davantage de clarté et de lisibilité. L'ensemble du projet concerne donc le futur centre d'art et musée de la Citadelle tel qu'il est actuellement travaillé par les équipes du service du musée ainsi que par l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, in extenso, engagée depuis fin 2023 dans la programmation des travaux du futur centre d'art et musée. Le projet de PSC est annexé à l'ordre du jour. Je vous propose de bien vouloir valider le projet scientifique et culturel du musée de la Citadelle, centre d'art et musée. Une fois approuvé par le conseil municipal, le PSC sera transmis à la DRAC-PACA pour avis. La DRAC se chargera de le transmettre au service des musées de France pour avis. Y a-t-il des questions ? Alors, Monica, avant que nous passions aux questions, nous allons passer à l'exposé de Camille, si vous voulez bien. Donc, vous voyez, j'ai ce document en main, le projet scientifique et culturel de la Citadelle, Centre d'art et musée. C'est un document de 120 pages que nous avons corrigé de façon approfondie, que la DRAC a déjà corrigé de façon approfondie également, et que notre directrice des musées, Camille Frasca, va maintenant nous exposer sous forme d'un diaporama. Donc on va lui laisser la parole et après on passera au temps d'échange, de questions, avant de proposer sa validation. Camille, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être là ce soir pour vous parler de ce projet scientifique et culturel, le PSC. Je vais vous parler de sujets sur lesquels je travaille depuis des années maintenant, puisque je suis agent de la mairie depuis juin 2021. Et donc, c'est un travail au long cours dont vous allez voir donc, le résultat ce soir à travers ce PowerPoint et à travers ce document que M. le maire vient de vous présenter. Alors, je pensais que c'était intéressant de repartir rapidement de la base et d'expliquer le contexte, ce qu'est un musée de France et ce qu'est un PSC pour qu'on soit qu'on connaisse mieux les contours du projet qui nous anime au sein du service du musée. Donc le musée de France, qui est donc notre cas, nous sommes un musée de France, c'est un statut qui existait depuis de nombreuses années mais qui a été légalisé par une loi du 4 janvier 2002. Et cette première définition juridique, comme je vous l'ai mis, elle précise le rôle du musée, sa position face aux attentes de la société,
Cette loi, elle édicte non seulement le rôle patrimonial des musées, donc comme on l'a dit déjà dans la présentation, conserver, étudier, enrichir les collections, mais elle affirme également des missions d'éducation et de diffusion de la connaissance. La loi, elle a permis d'harmoniser le statut de musée reconnu par l'État, qu'il soit de droit public ou de droit privé d'ailleurs, et elle a amélioré la protection des collections en affirmant le caractère inaliénable des collections, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les céder, on ne peut pas les altérer, et dans le respect justement du principe de la domanialité publique. Juste pour vous dire, il y a à peu près 1400 musées de France en France. 5% des musées de France appartiennent à l'État français, 13% à des personnes de droit privé à but non lucratif, des associations par exemple, et 82% à des collectivités territoriales, ce qui est notre cas. Donc on voit l'importance justement des collectivités territoriales avec un certain nombre de musées de France et donc le rôle que les collectivités territoriales ont à jouer. Un musée de France, au sens de la loi du 4 janvier 2002, intégré au Code du patrimoine, c'est avant tout la définition qui est dans la loi, une collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public. Donc il y a aussi dans la loi la notion de plaisir du public. Les 4 missions permanentes des musées de France, conserver, restaurer, étudier et enrichir les collections, donc focus sur les collections, les rendre accessibles à un public plus large, donc diffuser, concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation, donc un volet pédagogique, et contribuer au progrès de la connaissance et de la recherche, c'est-à-dire continuer à étudier les collections, accueillir des chercheurs, par exemple en histoire de l'art. 4 critères d'exigence pour avoir ce statut de musée de France. Pour être agréé, donc, il faut être dirigé par un personnel scientifique issu de la filière culturelle nationale ou territoriale, disposer en propre ou en réseau avec d'autres musées d'un service éducatif, tenir à jour un inventaire des collections, et rédiger un projet scientifique et culturel qui fixe les grandes orientations, donc ce qui nous amène à ce soir. Donc le PSC, c'est un outil de pilotage. C'est le premier document opérationnel et stratégique qui définit les orientations d'un musée. C'est une référence à la fois pour l'équipe du musée qui travaille au quotidien, mais c'est aussi une référence pour la tutelle, donc c'est-à-dire à la fois la commune, mais aussi les autres tutelles, comme par exemple la DRAC. C'est un document qui offre une vision sur l'histoire de l'institution, donc ça nous permet de faire un bilan sur ce qu'était l'institution auparavant, et ça permet de rentrer dans quelque chose de plus opérationnel et donc d'avoir une vision à peu près 10 ans, les 10 prochaines années du musée de la Citadelle. C'est un document légal et obligatoire pour continuer à avoir ce statut de musée de France qui nous ouvre droit à des subventions, comme on l'a dit dans la délibération. Et donc, je vous rappelle donc l'article L441-2 du Code du patrimoine qui rend ce PSC obligatoire pour tout musée de France et donc l'octroi d'une subvention de l'État à un projet de construction, par exemple, d'extension ou de réaménagement d'un musée de France. Il est subordonné à la validation préalable de ce document, d'où son importance. Alors, pourquoi un PSC pour Villefranche et son musée ? On y a déjà répondu, puisque donc on a envie de garder notre agrément musée de France normalement. Mais je trouvais ça intéressant de rappeler un petit peu d'où on part, la richesse de la citadelle, de ses collections et du musée, et jusqu'où on peut aller avec nos collections et notre musée. Donc vous le connaissez tous, je vais être assez rapide là-dessus, mais on a un site qui est exceptionnel, avec donc cette forteresse du XVIe siècle. Donc c'est déjà un atout extraordinaire d'avoir des collections au sein d'un bâtiment patrimonial majeur, au sein d'un monument historique. Donc je vous ai remis les étapes de la construction de la citadelle avec ce qu'elle a depuis 1557 jusqu'à ses transformations 17e, 18e, et puis au 19e siècle et au 20e siècle. Juste quelques rappels rapidement. La citadelle donc, est classée monument historique en 1968. Un an avant, elle a été rachetée par la commune de Villefranche. On met un peu de temps à faire un projet qui arrive finalement et nous voilà en 1981 avec l'ouverture de la citadelle en tant qu'hôtel de ville, en tant que centre d'art et de culture, avec beaucoup d'ambition et de très belles collections déjà, dont on va parler dans quelques instants. Depuis 2019, je le rappelle seulement, un chantier patrimonial majeur s'est enclenché, avec donc des travaux qui sont inédits pour la citadelle, qui n'avait pas connu une rénovation de cette ambition. La superficie totale de la citadelle, c'est 3 hectares, donc voilà, avec tout ce que ça comporte d'intensité et de densité de travaux dans ce monument. Et des collections riches,
des collections qui sont riches, mais qui sont éclatées. En tout cas, c'est le constat qu'on en a fait quand je suis arrivée en juin 2021, avec une grande diversité, une grande variété dans les collections d'art de la ville, mais des problématiques. Là, j'ai mis 3 illustrations qui représentent, mais qui ne sont vraiment qu'une toute petite fraction de ce qu'on a dans nos collections. Vous avez Jean Cocteau à gauche, vous avez au centre Volty, et vous avez à droite un tableau d'Henri Goethe. Rapidement, ces collections-là, en fait, on appelait auparavant musées au pluriel, parce qu'il y avait plusieurs typologies de collections, plusieurs typologies de fonds que j'explique dans le PSC. Et finalement, il n'y avait pas de clarté sur quelle était l'histoire des collections d'un point de vue de la ville et d'un point de vue de la citadelle. Et ce qu'on a essayé de faire dans ce PSC et ce qu'on va essayer de faire dans le futur, c'est de retrouver une clarté et de montrer qu'il y a une sorte d'homogénéité dans cette histoire des collections de la ville, puisque c'est une histoire de l'art et des artistes qui ont traversé Villefranche et qui ont aimé Villefranche, et qui ont fait des dons, qui ont fait des legs, qui ont fait des dations, différentes typologies juridiques pour qu'une œuvre entre dans des collections publiques. Et ça a donné donc une grande variété, avec justement un besoin de raconter une histoire et de trouver un sens à toute cette variété-là. Donc, la répartition des collections, donc globalement, il y a 3 grands fonds, avec des petits fonds dans chaque, dont je détaille dans le PSC. Vous avez le fonds de la Fondation Musée Volty, donc qui a été créé du vivant de Volty, avec un statut juridique de fondation. Vous avez la collection Boumester-Goetz, donc Christine Boumester et Henri Goetz. Henri Goetz ayant terminé sa vie à Villefranche-sur-Mer et ayant donné des œuvres de lui-même et de sa femme. Et puis vous avez la collection dite municipale, qui est une sorte d'amalgame de plein d'artistes et de collections différentes, et qui forme cette collection municipale qui est passionnante aussi et qui raconte beaucoup de Villefranche. On voit donc le pourcentage de répartition des collections avec une grande partie de la collection municipale, donc 83%, 8% Fondation Musée Volty et 9% Boumester-Goetz. Alors je pense que c'est aussi intéressant de rappeler qu'est-ce qu'on fait dans le musée depuis 3 ans, puisqu'on est fermé depuis janvier 2022. Moi, quand je suis arrivée, le constat que j'ai fait, c'est des collections qu'il fallait réinventorier, il fallait tout remettre à plat pour travailler sur ce PSC, pour continuer à avoir cet agrément Musée de France, pour continuer à toucher des subventions. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le musée depuis 3 ans ? Alors, on a communiqué dessus, on a fait des vidéos dans les coulisses des musées qu'on a présentées à chaque nuit des musées, mais rapidement, d'abord le chantier des collections. Donc, c'est ce qu'on raconte d'ailleurs notamment dans les vidéos sur les coulisses des musées. Un chantier des collections, c'est un travail long et fastidieux de ranger, d'inventorier, de redéfinir. Alors, que ça veut dire redéfinir ? Ça veut dire, par exemple, retrouver ou renuméroter les œuvres, parce que vous savez que chaque œuvre, dans n'importe quel musée, a un numéro d'inventaire. Et c'est entreprendre des mesures de conservation préventive. Et la conservation préventive, c'est au cœur de nos métiers dans les musées. C'est comment on va conserver pour les générations futures les œuvres d'art, comment on va leur offrir le meilleur cadre, les meilleures conditions pour continuer à être vues par les générations futures. Donc, les réserves en 2021, elles étaient problématiques. Il y avait beaucoup trop d'œuvres d'art les unes sur les autres. Il y avait des choses qui étaient en danger. Donc, on a fait ce constat et on s'est dit que, justement, il fallait avancer vite. Et donc, on a entrepris rapidement ce chantier des collections. Je le fais un peu de façon violente, c'est-à-dire les réserves en 2021. Et puis, aujourd'hui, le stockage en 2025. Donc, pour tout vous dire, on a dû trouver de la place, parce que même si notre citadelle, elle fait 3 hectares, des espaces qui sont climatiquement régulés, qui sont OK pour conserver des œuvres d'art en bonne et due forme selon les mesures de conservation préventive, et nous sommes obligés d'appliquer ces mesures-là, eh bien, ce n'était pas évident à trouver. Donc, on a dû externaliser une partie, et une autre, on l'a trouvée en ville. Donc là, vous avez une image de nos collections. Vous avez aussi quelques images du chantier des collections mené sur Volty, qui en avait bien besoin, puisqu'il y avait des œuvres qui ont eu besoin de restauration. Vous voyez toutes ces opérations-là qui peuvent être lourdes et longues à organiser. Et la réserve temporaire Volty, aujourd'hui, dont on est fier, puisqu'on a pu réinventorier tout ça. Et bien sûr, à terme, quand on va réouvrir les salles du musée, on les présentera dans de meilleures conditions. Mais en tout cas, les œuvres vont déjà beaucoup mieux. Alors, le travail de l'équipe depuis 3 ans, c'est protéger, comme je vous l'ai dit, c'est restaurer,
c'est clarifier un peu tout ça, c'est récoller. Récoller, c'est un terme muséal pour l'inventaire. Et c'est développer aussi le musée et l'amener un peu à une étape d'après, à une étape supplémentaire. Donc là, je vous mets quelques illustrations. Donc ça, par exemple, c'est l'équipe au CICRP de Marseille. Donc le CICRP, c'est le Centre de conservation et de recherche sur la conservation préventive à Marseille. C'est un lieu incroyable. Il est unique en France, ce centre. Et nous avons la grande chance, comme il est en PACA, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de ces services gratuitement, puisque nous sommes des musées de France de PACA. Tous les autres musées d'autres régions hors PACA qui ont l'agrément Musée de France doivent payer certains honoraires au CICRP. Et nous, ce n'est pas le cas, donc c'est une grande chance. Et le CICRP, on passe des conventions, et on ne peut passer des conventions avec eux que si on est Musée de France. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils restaurent, ils mettent à disposition des salles d'études sur les collections qui sont incroyables. Ils ont des radiographies, comme on radiographie le corps humain, ils radiographient des œuvres pour comprendre comment les œuvres sont constituées, comment les restaurer mieux, comment justement les préserver, ou en tout cas arrêter certains dommages que l'œuvre aurait connus. Et là, vous voyez, donc c'est tout ce panneau-là, c'est des œuvres de nos collections qui sont au CICRP. Je mets quelques illustrations. On travaille aussi sur des projets de partenariat de restauration. À droite, vous avez un projet de partenariat avec la ville de Nice qui restaure actuellement toutes ces statues Volti pour pouvoir les mettre dans leur parcours urbain dans la future portion de la coulée verte. Et donc, on fait beaucoup d'échanges scientifiques entre les musées de la ville de Nice et nous pour étudier Volti, parce qu'ils ont eu besoin de nous, puisque nous, on est les détenteurs de la plus grosse collection Volti publique. Et donc, ils avaient besoin aussi de nous pour justement étudier comment restaurer les œuvres de Volti. Voilà, vous avez par exemple deux opérations de restauration de Volti, un sur le taureau que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a été longtemps dans le jardin, et puis un autre sur le Christ qui était installé dans le parcours dédié à Volti. Donc au cœur du PSC, comme vous pouvez le lire, il y a une nouvelle ambition muséale. Un seul et même musée de la citadelle pour clarifier, c'est-à-dire que des musées, les visiteurs ils s'attendent à voir 300 salles, enfin quelque chose de très ambitieux. Nous, on va rester dans une ambition parce qu'on est ambitieux à Villefranche, mais le musée de la citadelle pour retrouver de la cohérence et notre ambition à notre échelle. Et un parcours aussi clair et une expérience unique. Comme je vous le disais, une identifiée, clarifiée et cohérente. Et le futur parcours muséal avec des sections et des thématiques phares. Donc ce futur parcours muséal qui est décrit dans le PSC, c'est pour découvrir notre collection inédite, pour que les visiteurs qui sont déjà venus la découvrent sous un autre œil, sous un autre jour, et que les nouveaux visiteurs soient justement étonnés de la richesse de nos collections. L'idée, c'est de rendre un hommage à l'histoire des artistes et de l'art à Villefranche-sur-Mer et dans ses environs, puisqu'on va l'ouvrir à la rade de Villefranche. Et on va se rendre compte, en étudiant depuis 3 ans cette collection, qu'elle est un témoin majeur de la vitalité artistique de la Côte d'Azur et elle raconte quelque chose de l'histoire de l'art de la Côte d'Azur. Donc, je me répète un peu, mais l'histoire de Villefranche, ça sera le fil conducteur. Et on découvrira au fur et à mesure des sections que je vais vous détailler dans une minute, des thématiques qui vont être à la fois pérennes, certaines, qu'on va conserver, et puis il y aura des salles qu'on appelle souvent des rotations, qui raconteront différentes choses en fonction de ce qu'on a envie de sortir dans les collections pour raconter certains bouts d'histoire et donner envie aussi aux visiteurs de venir et de revenir. Donc c'est très simple. Le parcours du musée de la Citadelle, ça sera en 2 grandes sections, qui seront après avec de multiples sections, des sections artistes phares et des sections thématiques. Les sections artistes phares, personne n'est surpris. Il y aura bien sûr une section dédiée à Jean Cocteau. Nous avons dans la collection municipale un fonds Jean Cocteau et nous allons le compléter, je l'espère, avec des dépôts d'autres musées. On est en discussion sérieuse avec plusieurs musées, notamment Menton, pour qu'ils nous mettent en dépôt des œuvres et qu'on puisse étoffer cette présentation de Jean Cocteau. Bien sûr, Volti, artiste phare de Villefranche, avec une grande section qui lui sera consacrée. Christine Boumester et Henri Goetz, qui étaient aussi précédemment présentés. Et donc, on va rééquilibrer aussi la présentation entre les œuvres de Christine Boumester et les œuvres d'Henri Goetz, expliquer la technique de la gravure dont ils ont été les moteurs au XXe siècle et toutes les amitiés artistiques qu'ils ont eues, puisqu'ils ont été les amis des plus grands, de Picabia, de Picasso, d'Hans Hartung, de Zhao Wuqi. Il y a des correspondances, il y a des choses incroyables à montrer. Et ça, on s'y attelle.
Dans les sections thématiques, la rade de Villefranche, paysage exceptionnel et source d'inspiration, ça c'est sûr et certain, c'est nécessaire dans notre futur parcours. Vous avez à gauche une toile de Le Sidaner, qui était donc un peintre néo-impressionniste dont celui-là appartient au musée d'Orsay et dont on est en train de négocier le dépôt. Et puis en bas à droite, vous le reconnaissez peut-être, c'est une œuvre que nous venons d'acquérir, qui est donc une présentation de Paul Robinet, fin du 19e, qui représente notre citadelle. Une autre section thématique, Fluxus et la Cédille qui sourit, qui raconte quelque chose aussi de la vieille ville de Villefranche au milieu du XXe siècle, avec toute cette présence des grands artistes de ce mouvement de performance et d'art, Fluxus avec Robert Filiou, Georges Macunas et puis bien sûr Ben. Donc ça, voilà, on a déjà eu la chance d'avoir un dépôt d'un collectionneur local qui nous dépose plusieurs œuvres liées à la Cédille qui sourit, et on va continuer d'enrichir ce fonds pour raconter aussi cette histoire-là. Une section Sous la mer, richesse des profondeurs, qui parlera donc des trésors de la rade et de ce qu'on trouve et de ce qu'on a trouvé, avec les épaves mythiques, notamment la Lomélina, mais donc voilà, un vrai axe sur l'archéologie sous-marine et présenter ces richesses-là. On n'oublie pas le passé militaire et commercial de Villefranche, qui a été et toujours un lieu stratégique, avec donc à la fois la présence de la 6e flotte, mais aussi bien avant le bataillon des chasseurs alpins. Vous savez que nous sommes aussi dépositaires d'un fonds lié au bataillon des chasseurs alpins. Et donc voilà l'importance de raconter ça avec une thématique qui traverse justement une partie de l'histoire en racontant ce passé militaire et commercial. Une autre section qui est très intéressante, ce serait les communautés de Villefranche, et là du monde baltique au monde slave, avec à la fois le magnifique dépôt de la donation, de Korotnev, donc le fondateur du laboratoire de Villefranche, et qui a fait un dépôt magnifique. Et l'IMEV donc nous a confié ses œuvres pour bien les conserver et les présenter dans de bonnes conditions. Et donc nous avons en bas à droite un tableau qui est exceptionnel, puisque c'est un tableau du peintre russe Ilya Repin, qui est l'équivalent de notre monnaie française. Ilya Repin, c'est vraiment ça. Et on a la chance d'avoir ce tableau qui est assez phénoménal. Et à gauche, j'ai mis une photo un peu amusante de la famille Liutkus, qui a présenté une exposition l'année dernière, donc les Lituaniens à Villefranche, et donc pour raconter ces histoires de ces communautés à Villefranche. Et il y en a bien d'autres. Et une section Villefranche-sur-Mer pop culture, parce que la pop culture fait aussi partie de la culture. C'est la culture du XXe siècle et du XXIe siècle, mais c'est important. Vous savez qu'il y a de plus en plus de musées qui dédient des salles ou des sections entières à l'histoire du XXe siècle pop. Vous avez notamment un très beau musée à Milan à ce sujet-là. Et donc voilà, une section bien sûr sur les films qui ont marqué Villefranche, où on voit Villefranche, et puis aussi la musique avec les Rolling Stones. La programmation des expositions, donc, on continue, puisque on fait des expos depuis 3 ans et demi, 4 ans. Et donc l'idée, c'est de continuer encore pendant le temps des travaux, d'étoffer la programmation du Centre d'art à travers l'invitation d'artistes en résidence notamment. Donc je vous ai remis rapidement Pardon, alors là, d'un coup, ça s'est emballé. Voilà. Un coup d'œil sur la programmation qu'on a eue depuis 2022. Jean-Baptiste Bernadet, Jeanne Susplugas, Puissante, Benoît Barbali, Estrid Lutz, Tétis d'Emilia Scarnolité, et Ryan Schneider cet été, qui sera présenté jusqu'au 23 novembre. Avec donc quelques images, avec donc l'idée de continuer à inviter des artistes qui ont une carrière nationale et internationale pour à la fois faire rayonner leur travail, mais aussi nous gagner encore plus en aura et faire venir d'autres typologies de public, puisque c'est un peu ça aussi le but des musées et du travail du service du musée, c'est de continuer à intéresser différents types de publics et à accroître la variété, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas qu'à des amateurs d'art, on s'adresse aussi à tout type de public. Le développement des publics, justement, la notion d'hospitalité, elle est présente dans un chapitre entier du PSC, donc je le
je le décris ici très rapidement, mais l'idée de l'hospitalité, c'est à la fois, eh bien, comme je viens de le dire, d'accueillir tout type de public, mais aussi de rendre accessible encore plus le monument et sa programmation. Donc ça passe par des choses très concrètes comme une zone d'accueil claire, une signalétique, donc une visibilité pour savoir comment se déplacer dans le monument et comment découvrir les différentes sections. Et puis ça va jusqu'à des supports, donc par exemple des livrets qui expliquent les choses de façon pédagogique en fonction de la typologie du public, plusieurs langues aussi, hein, offrir du contenu en plusieurs langues. Voilà, tout ça fait partie, il y en a beaucoup d'autres, des sujets liés à l'hospitalité pour les publics, mais c'est important. On le sait, nos événements déjà qu'on réalise voilà, au vernissage sont déjà des formes d'hospitalité, mais on peut toujours aller beaucoup plus loin et surtout dans le futur parcours muséal, on devra s'atteler à ça. Alors, dans le PSC, vous verrez aussi qu'il y a donc toute la question des fonctions support et aussi de l'économie du musée, avec donc ce qu'on a déjà développé et ce qui reste à développer. Donc, à la fois, ce qu'on a déjà développé, donc il y a des choses très concrètes comme la boutique, la galerie des musées qui est en face de la chapelle Cocteau. Et puis, il y a la question au sujet des tarifs. Quand le parcours muséal réouvrira, quelle tarification appliquer. Et également la question du mécénat, qui est donc à développer. On le développe déjà actuellement, mais il faudra continuer à le développer puisque c'est un des grands sujets des musées aujourd'hui en France, quelle que soit la collectivité territoriale, quel que soit le statut, qu'il soit musée d'État ou musée d'une commune, c'est aller développer aussi le mécénat. Donc, je vous ai mis quelques images liées à la boutique des musées qui a ouvert l'année dernière. Voilà. L'objectif à la réouverture du parcours muséal de la Citadelle, c'est 100 000 visiteurs par an. Alors, ça peut paraître peut-être peu pour certains, beaucoup pour d'autres. C'est un objectif tout à fait réalisable qu'on a quantifié avec notre AMO, notre assistance à maîtrise d'ouvrage, avec les services de la DRAC en se basant sur des bilans de fréquentation d'autres musées. Alors, notre citadelle et le musée de la Citadelle est tellement atypique et sera tellement atypique que c'est difficile d'avoir une comparaison. Et ce qui fait que c'est un unicum, donc vraiment quelque chose d'unique sur la scène de la Côte d'Azur. Et c'est aussi notre chance et son grand intérêt. Mais c'est vrai que les 100 000 visiteurs par an, tenant compte actuellement des chiffres avec l'Office de tourisme, sont complètement atteignables. Donc, pour juste, je suis presque à la fin de ma présentation, ne vous inquiétez pas, mais en gros, pour juste continuer à appuyer sur cette notion, on le sait, Villefranche, côté rayonnement et attractivité, on ne fait pas mieux. C'est une destination touristique d'excellence et on a envie que ça soit aussi, au sein du service des musées, une destination culturelle d'excellence et un site qu'on identifie aussi comme un site patrimonial et culturel, muséal, au cœur de la Côte d'Azur. Donc, vous pourrez le consulter, hein, mon PowerPoint, je le mettrai à consultation. Dans son environnement touristique et culturel, on voit que Villefranche est extrêmement bien placée, entre Cannes et Menton. Donc, on est vraiment au milieu. Et on a une zone de chalandise qui est donc à 1 heure, qu'on voit à peu près des fréquentations entre 50 à 100 000 visiteurs. Donc, c'est très intéressant de voir quelles sont les typologies de publics qui vont à la Villa Efruside-Rothschild ou à la Villa Kérilos, quelles sont les typologies de publics qui vont dans les musées de la ville de Nice. Et comme ça, on va pouvoir dessiner notre politique des publics. Développer les partenariats, c'est aussi une des missions du service du musée et au cœur de nos préoccupations. Je donne un exemple ici. Il y en a 1000 autres des politiques de partenariat. On en fait déjà, puisque actuellement, on est déjà en partenariat avec la Villa Arson, les Beaux-Arts de Nice, les Beaux-Arts de Monaco, pour accueillir à la fois des étudiants et aussi faire des échanges en scénographie et en métier des expositions. On a beaucoup d'autres partenariats. On fait partie de réseaux muséaux, Botox, le réseau Plein Sud, le réseau de l'ICOM, qui est le réseau international des musées. Mais on travaille aussi sur des choses qui sont en cours de création, comme un réseau des citadelles en Méditerranée. Vous avez 2 magnifiques citadelles en Corse, Ajaccio et Bastia. Et vous avez aussi celle de Marseille. Et on a déjà rencontré les équipes de la Citadelle de Marseille. Ils sont dans une dynamique aussi où ils sont en travaux, mais ils laissent le monument ouvert. Donc, on a beaucoup de choses en commun. Et donc, de chacun de ces expériences, on arrive à échanger et à voir comment on peut mieux faire encore. Et l'ambition... Elle est belle, la Citadelle de Marseille aussi, ouais.
Et l'ambition pour Villefranche, c'est donc vraiment un pôle muséal qui rayonne et qu'on pourrait porter sur la scène locale, sur la scène nationale et aussi à l'international. Et je ne rigole pas en disant ça du tout, je suis très sérieuse sur la capacité à rayonner à l'international de la Citadelle, puisqu'on le voit, hein, quand il y a plein d'étrangers qui viennent, ils sont époustouflés par la Citadelle. Donc, on peut complètement entendre ça. Pardon. Pourquoi créer un pôle muséal rapidement, et j'aurai presque fini? Une ambition pour Villefranche, c'est la respectabilité de notre collection et du travail effectué au sein de l'équipe, être prescripteur sur l'étude des collections liées au territoire de la rade de Villefranche-sur-Mer, parce que ça n'a pas été fait, et c'est quelque chose sur lequel il faut se saisir justement de cette histoire de la rade de Villefranche-sur-Mer et cette histoire de l'art liée au paysage qui nous entoure, et attirer les chercheurs en histoire de l'art, les étudiants et tous les professionnels de la culture. Et par là, je témoigne vraiment d'une réalité. Je suis sollicitée, on est sollicité régulièrement, très régulièrement, par des chercheurs qui veulent venir consulter nos fonds d'archives, qui veulent venir voir ce qu'on fait. On est aussi sollicité par des professionnels de la culture. Et le 28 novembre prochain, vous l'avez accepté en Interpol ce matin, viendront les journées professionnelles de la DRAC PACA. Et ils m'ont appelé parce qu'ils souhaitaient le faire à la Citadelle. Donc ça montre aussi cet intérêt de la Citadelle pour les professionnels de la culture. Et donc, créer ce pôle muséal, c'est donner un sens à des années de travail en coulisses qui peuvent être obscures et parfois compliquées à comprendre, mais qui sont bien là, ce travail-là, et exprimer l'importance de la culture à Villefranche. Voilà, et quelques images du projet architectural et muséographique et des enjeux à venir. La Citadelle, dans ses travaux actuels depuis 2019, donc va vers une réouverture au maximum de ce qu'on pourra de tout son parcours, notamment les bastions du haut qui sont méconnus. Et donc voilà quelques images imagées de ce que pourrait être le futur de la Citadelle dans son aménagement global. Avec un zoom, par exemple, sur le bastion du Montalban, pour montrer les différentes pistes d'aménagement d'un bastion qui donc n'est pas accessible au public de nos jours. Et vous parlez à l'intérieur donc de ce grand projet de la Citadelle et de redonner la Citadelle aux locaux et aux visiteurs de passage. Les enjeux du projet muséal à l'intérieur. Je vais me répéter, mais c'est toujours ça, conserver, restaurer, valoriser les collections, renforcer la lisibilité du musée et son identité, renforcer les liens du musée avec l'histoire de la ville, mettre en synergie la visite des musées et la visite du monument, puisqu'on est au sein d'un monument historique, développer les événements et les expositions temporaires pour fidéliser les publics, et donc c'est réfléchir le projet muséal en considérant l'ensemble du site de la Citadelle, et l'aménager comme un parcours de visite, une balade culturelle dans la Citadelle. Et notre enjeu là, dans l'année et demie qui arrive, c'est de trouver l'équilibre dans la construction du projet muséal entre le confort d'usage, la conservation des collections et toutes les contraintes architecturales et autres que la Citadelle a intrinsèquement. Et notamment prendre en compte tous ces autres usages, comme l'hôtel de ville, bien sûr, les événements et les gens qui sont juste en promenade toute simple et tous ces autres usages de la Citadelle. Voilà. Et le calendrier de mise en œuvre du musée, phase 1, 2028, phase 2, 2030. Donc le projet qu'on a présenté ce soir, c'est le projet scientifique et culturel. C'était un long document, un travail au long cours pour définir, faire le bilan et définir le futur. Et maintenant, on est dans le futur. Et les prochaines étapes, c'est automne 2025, lancement du concours pour l'aménagement du musée de la Citadelle, zone d'accueil dédiée, salle dédiée au parcours muséographique avec les thématiques et les sections dont je vous ai parlé, les zones de médiation, parce qu'il faut parler au public, et les espaces de travail, bien sûr, pour travailler à l'intérieur. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. Voilà, merci beaucoup Camille, c'est un gros travail. Monica. Oui, merci Camille. Donc, y a-t-il des questions maintenant? C'était tellement bien et précis et dans les détails. Bien, écoutez. Moi, je crois que juste pour faire un petit commentaire, on est engagé dans un gros travail depuis de nombreuses années maintenant sur la restauration de l'ensemble de la Citadelle. Ça a commencé par une phase de diagnostic en 2012 qui avait été lancée par mon prédécesseur, M. Gros-Goja. Et puis,
en 2016, on est allé à la DRAC avec André Biancheri, qui nous a quittés depuis. Et on est allé discuter avec la DRAC des possibilités de financement sur la base du projet qu'on leur présentait. Et la DRAC s'est engagée à nous soutenir à hauteur de 40% pour une première phase de travaux. Première phase de travaux qui a débuté le 13 décembre 2019 et qui est en train de s'achever cette année. Et donc, aujourd'hui, nous sommes engagés et nous avons déjà le soutien de la DRAC pour une deuxième phase de travaux qui va démarrer en 2026 et qui nous amènera jusqu'en 2032-2033. Cette deuxième phase de travaux va nous permettre de rénover entièrement le théâtre de Verdure, de rénover la place d'Armes et de mettre en place un pont suspendu, une passerelle entre l'octroi et la citadelle. Au sein de cette deuxième phase de travaux s'inscrivent les travaux des musées. Et donc, c'est tout ce que nous a montré Camille ce soir, avec un certain brio, il faut le dire. Mais tout ceci est lié à la somme de travail. Quand on a beaucoup travaillé, on arrive souvent à redonner tout ce qu'on a entrepris. Et donc, ça nécessite vraiment une coordination parfaite entre les travaux généraux de la citadelle et ces musées qui vont nous permettre très certainement de passer à une autre dimension. Et quand on parle de lisibilité nationale, voire internationale, on en est aussi tout à fait convaincu. Ce nouveau parcours muséal permettra de retrouver Villefranche, que ce soit l'US Navy, donc les Américains à Villefranche, toute l'histoire maritime de la commune, et aussi son histoire culturelle profonde. On parlait de la Sadi qui sourit, hein, donc de Brecht et Filiou et du mouvement Fluxus. C'est quand même ici que Ben et l'école de Nice a commencé, à Villefranche. Et donc finalement, tout le monde va retrouver notre histoire et chacun va retrouver son histoire grâce à cette évolution qui va être une petite révolution quand même, puisque nous allons aussi ouvrir la citadelle, qui peut-être était un peu fermée, hein. C'est vrai que c'est le docteur Perdoncini qui a racheté la citadelle à l'État. Elle a ensuite été classée monument historique très peu de temps après. Ensuite, on y a installé l'hôtel de ville et les musées. Et puis maintenant, on va continuer, hein, on ne va pas changer complètement les choses, on va continuer puisque l'hôtel de ville continuera à être dans la citadelle, puisqu'on continuera à y faire des événements comme la Crème Festival, par exemple, et d'autres sûrement. Et on va aussi continuer et accentuer le fait que la citadelle est un centre d'art et de culture. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui. Moi, je voulais juste ajouter que je suis très fière d'avoir participé depuis quelques années à cette modification, à cette transformation des musées de la citadelle et de maintenant y travailler depuis quelques années avec Camille. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions ? On passe au vote. Y a-t-il des personnes contre ? Des personnes qui s'abstiennent ? Et des personnes qui votent pour ? Merci pour cette unanimité. Merci. Merci beaucoup, Monica. Merci, Camille. Merci à toutes et à tous. Je voulais vous parler d'une petite chose avant que nous nous quittions. Et je vais donner la parole à Joël Bravetti aussi pour en parler. Je voulais vous parler de l'école. Et de l'école élémentaire, mais surtout de l'école maternelle. Parce que cette année, Joël, nous avions 5 classes, c'est bien ça, pour 98 élèves. Et que l'an prochain, nous aurons en école maternelle 115 élèves au minimum, et peut-être même plus. Et pour autant, l'éducation nationale n'a pour l'instant validé que 4 postes de professeurs des écoles.
Ce qui veut dire qu'il existe un risque qu'à la rentrée de septembre, nous n'ayons que 4 classes d'école maternelle. Ce n'est pas nouveau, nous le savons depuis le mois de février, puisque au mois de février, l'Éducation nationale décide des postes qu'elle affecte dans chaque commune. Et donc, je vais laisser Joël vous dire tout ce que la commune a entrepris depuis le mois de février pour que, au mois de septembre, nous ayons un 5e poste d'instituteur, enfin de professeur des écoles, pardon, afin que les élèves puissent être répartis harmonieusement. D'aucuns s'inquiètent en ville qu'il n'y ait que 4 classes. Nous faisons parfaitement confiance au service de l'éducation nationale pour bien appréhender la situation et pour que la 5e classe soit bien ouverte à la rentrée. Joël, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot à ce sujet ? Bien sûr. Alors, le retrait d'un poste d'enseignant en maternelle a été acté le 27 février 2025 par l'Éducation nationale. L'effectif prévisionnel transmis à l'Éducation nationale en début d'année était de 98 enfants. 98 enfants répartis en 4 classes, ce qui fait une moyenne de 24 enfants et demi par classe, sachant que l'effectif de la grande section ne peut dépasser 24 enfants. Cette fermeture était inévitable. Les inscriptions débutaient en avril. La directrice m'a rapidement informé que les inscriptions dépassaient le prévisionnel transmis à l'Éducation nationale. 45 inscriptions en petite section contre les 29 escomptées dans les meilleures prévisions. Nous avons ensemble appelé l'inspectrice, avec la directrice bien sûr, pour l'en informer et voir avec elle ce qu'il était possible d'engager comme démarche. Éventuellement, préparer un courrier en demandant la réouverture de la classe dès la rentrée. Alors, je tiens à souligner que nous avons toujours travaillé avec notre inspectrice sur différents dossiers et problèmes autres que les effectifs en toute confiance. Elle connaît très bien nos écoles, les équipements, les superficies des salles de classe et des cours de récréation. Nous travaillons ensemble depuis plusieurs années, maintenant, avec respect et écoute. Lors du dernier conseil d'école le 3 juin, les prévisions des effectifs pour septembre 2025 a été l'un des points essentiels du conseil. Et il a été longuement discuté avec les enseignantes et les parents d'élèves. Nous avons rappelé aux parents délégués de bien faire passer le message aux familles de la présence obligatoire des enfants le premier jour de classe, car le comptage des enfants se fera le premier jour par l'inspectrice. Je vous rappelle qu'on a déjà été confronté à ce problème en 2022, fermeture de la classe en 2021 et réouverture 15 jours après la rentrée des classes en septembre 2022. Depuis, Monsieur le maire a pu échanger avec l'inspectrice le 4 juillet lors du pot de retraite de Mme Gastaud. J'ai pu également m'entretenir avec elle. Un courrier sera envoyé au DAZEN début août avec des effectifs réels, sachant que nous aurons fin août une permanence pour les inscriptions. Voilà, c'est tout ce que je tenais à souligner. C'est très bien, merci Joël Bravetti, qui est donc adjointe aux affaires scolaires, entre autres, et qui s'occupe parfaitement de toutes les affaires scolaires. Voilà, je veux dire qu'il est très probable que nous dépassions les 120 inscrits au moment de la rentrée scolaire, et que 120 inscrits sur 4 classes, ça fait 30 enfants par classe. Et donc, à partir de là, Madame l'inspectrice viendra faire le comptage elle-même à la rentrée scolaire. À partir de là, il est très probable que nous aurons un 5e poste d'instituteur qui permettra d'ouvrir une 5e classe. Si nous avons cette 5e classe, avec 120 élèves, nous aurons 24 élèves par classe, ce qui est une moyenne tout à fait raisonnable. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. On travaille depuis plusieurs mois sur ce dossier, puisqu'on le sait depuis le mois de février. Et j'ai parfaitement confiance dans notre inspectrice de l'éducation nationale et dans le directeur d'académie également. Et donc je demande aux parents d'élèves de continuer leur action, de ne pas laisser insinuer que la mairie pourrait être inactive. Ce n'est absolument pas le cas.
et de bien vouloir nous faire confiance et de bien vouloir faire confiance également à l'éducation nationale qui est là pour instruire les enfants. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie toutes et tous. On est le 24 juillet, c'est bien ça? Le mois d'août approche, et puis après, ça sera la rentrée. Je vous souhaite un bel été. Merci à toutes et à tous. Merci.